Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde intitulée « Une victime, des bilans ». Alors vous le savez sûrement, toutes les corporations, pompiers, SAMU, associatifs, ambulanciers, services de secours en entreprise abordent la victime en réalisant un bilan d'urgence. Pourtant, on se rend compte que sur le terrain, il n'existe pas de modèle unique. Pourquoi ? Cette question, nous la poserons à nos invités. Nous nous demanderons également si ces disparités peuvent avoir des conséquences sur la prise en charge des victimes. Alors la prise en charge préhospitalière et hospitalière. N'existe-t-il pas un risque de décalage, d'incompréhension, voire de lenteur lors de la transmission du bilan ? Nos invités nous présenteront ensuite leur avis sur une possible uniformisation de ce bilan. Un bilan unique commun à toutes les corporations est-il envisageable ? Pour nous éclairer sur le sujet, nous avons avec nous le docteur Bruno Goulesque, donc en partant de gauche, de votre droite, pardon. Donc médecin urgentiste, directeur médical du PHTLS, il nous expliquera ce que c'est plus précisément. Praticien hospitalier au SAMU 68. Nous avons avec nous également monsieur Vincent Juteau du CNSA, la Chambre nationale des services d'ambulance. Nous avons mademoiselle Soisic Chantepie, trésorière à l'UNRAM, l'Union nationale des assistants de régulation médicale, qui nous donnera un regard intéressant également sur le bilan et sur ce que les régulateurs attendent du bilan. Nous avons le docteur François Brown, président du SAMU Urgence de France. Pour représenter le CATSUF, le collectif ambulancier des transports sanitaires et d'urgence de France, nous avons monsieur Cyril Deharbes, qui en est le vice-président. Et puis nous avons Antoine Ouvrant, fondateur de NFSafe, qui nous présentera un outil numérique et digital développé autour du bilan. C'est bien ça. Alors pour commencer, je vais poser la première question au docteur Bruno Goulesque. Un bilan, c'est quoi et ça sert à quoi ? Alors, très vaste question. Quand vous m'avez demandé de participer à cet atelier, cette table ronde, je commençais à me pencher sur le bilan et je me suis aperçu que je n'avais jamais véritablement réfléchi à ce qu'était le bilan. Je suis médecin urgentiste, je travaille donc un peu en SMUR, en préhospitalier, donc je construis des bilans, je fais des bilans. Je travaille un peu en régulation, au centre 15, donc je prends des bilans. Et puis je travaille beaucoup aux urgences et je reçois le patient avec le bilan et j'essaie avec le bilan de me faire une idée de ce qui s'est passé, pourquoi le patient nous est amené. Et en fait, je m'aperçois que le bilan, à toutes les étapes de la prise en charge du patient, à toutes les étapes de mon travail professionnel, le bilan est quelque chose qui est capital en fait. Et c'est vrai que ça paraît tellement automatique d'avoir un bilan, on ne se pose jamais vraiment la question, qu'est-ce qu'on attend du bilan ? Alors, je pense que dans l'assistance, la plupart des gens sont peut-être des gens qui sont en préhospitalier, qui construisent des bilans, qui produisent des bilans. Et je vais vous parler du bilan de l'œil du preneur du bilan, de l'œil de la régulation. Qu'est-ce que pour moi le bilan représente ? Est-ce que le bilan est un outil important pour moi ou est-ce que je prends des bilans parce qu'on a dit de les prendre et puis après tout, ça n'a pas d'importance ? La gestion de l'appel, rapidement, c'est à peu près partout pareil en France, dans tous les SAMU de France, à quelques différences près. Chaque département a un SAMU. Lorsqu'un tiers appelle, donc quelqu'un dans la rue appelle pour un malaise, l'appel est pris par un ARM, ce qu'on appelle un assistant à la régulation médicale, ce qu'on appelait anciennement un permanencier, qui va être le premier contact professionnel avec l'appelant de l'extérieur, qui pose des questions importantes, s'il n'a pas le numéro d'appel, s'il n'a pas la localisation qu'il va la demander, puis qui va poser la fameuse question, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, l'appel commence à être traité et tous les appels à caractère médicaux, légalement, doivent être traités par un médecin, régulateur hospitalier ou libéral. Donc l'appel est passé au médecin régulateur. Le médecin régulateur, lui, va continuer son interrogatoire, essayer de se faire une idée de ce qui se passe, parce qu'il n'a pas la vision des lieux, et prendre une décision. La décision, ça peut être un conseil médical, ça peut être retourner vers le médecin traitant, envoyer un médecin de garde, envoyer une ambulance, envoyer un VSAV, ou alors envoyer un moyen avec un infirmier, ou envoyer un moyen complet avec un SMUR, donc un médecin, infirmier et ambulance.
Puis ensuite, il y a un grand blanc qui se passe, qui est le blanc de l'intervention, et puis le bilan revient. Lorsque le bilan revient, si le bilan est simple, généralement l'arme receveur preneur de bilan, prend le bilan et le traite. Si le bilan est complexe ou s'il y a besoin d'un avis médical, le bilan est rebasculé au régulateur qui va de nouveau traiter le bilan. Pendant tout ce blanc, entre l'intervention et le bilan, bien entendu, il y a des choses qui se passent. Sur les lieux, c'est la prise en charge du patient. Donc, on s'occupe du patient, on fait le bilan et on passe le bilan. Au sein de l'appareil de régulation, au sein de la salle de régulation, il y a tout plein d'autres choses à faire. Il y a d'autres interventions en cours, multiples. Il y en a des graves, il y en a des pas graves. Il y en a, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des interventions avec des ambulances blanches, des interventions avec des ambulances rouges. Il y a éventuellement des coups de téléphone à passer parce qu'on a une alerte thrombolyse. Il va falloir appeler le neurologue, le radiologue. Il va falloir appeler un service de réanimation parce qu'on a besoin d'un lit de réanimation. Il va falloir organiser un transport secondaire en hélicoptère d'un hôpital à l'autre, trouver le personnel, savoir où est le patient, savoir où est le patient parce qu'on n'en est pas sûr. Il y a tout plein de choses qui se passent. Donc ce blanc est un blanc virtuel. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Une chose unique sur le lieu d'intervention, c'est votre patient, celui que vous avez entre les mains. Tout plein de choses en salle de régulation. Alors je crois que tous ceux qui passent du bilan ont dû avoir affaire à quelqu'un comme ça. J'en parle librement parce que je suis moi-même régulateur et c'est vrai que des fois, on n'est pas forcément très empathique, on va dire, avec l'appelant professionnel qui nous passe son bilan. Alors c'est pas excusable, mais c'est explicable parce que on a beaucoup de tâches concomitantes à faire, comme je vous l'ai dit, hein, on a beaucoup de choses à faire. On a de nombreuses interventions en cours. On a envoyé des moyens en cours et on n'est pas toujours sûr d'avoir envoyé le bon moyen. On n'est jamais sûr à 100%. Est-ce que j'ai envoyé trop? À la limite, vous me direz que c'est pas grave. Mais si vous avez des moyens limités et que ce trop va vous manquer parce que tout à l'heure, l'intervention suivante, là, il y aura vraiment besoin de toute la cavalerie. Et vous leur envoyez sur quelque chose qui ne le justifiait pas vraiment, c'est gênant quand même intellectuellement. Vous pouvez avoir envoyé un moyen qui n'est pas suffisant, là c'est embêtant. Et puis vous avez des interlocuteurs fatigants. Ça peut être des interlocuteurs de l'extérieur, des gens qui vous appellent, je veux une ambulance parce que j'ai mal à mon petit doigt, je me suis tapé avec un marteau pour aller à l'hôpital. Et vous passez un certain temps à expliquer que non, c'est pas justifié, des fois même on se fait insulter. Vous avez également des intervenants fatigants qui sont des collègues, hein, qui vont vous passer un bilan. Pourquoi tu m'as envoyé là-bas? Il n'avait rien, la douleur thoracique, c'était rien, c'était une bêtise. 3 heures du matin, vous allez vous faire engueuler des fois par des services receveurs parce que le bilan que vous avez annoncé, le patient que vous avez annoncé n'arrive pas dans l'état que vous l'avez dit, soit parce qu'il a évolué, soit parce que votre bilan n'était pas adéquat. Donc tout ça fait que des fois notre capital empathie, au fur et à mesure de la garde, a tendance à diminuer des fois comme neige au soleil. Et c'est vrai que certaines fois est un petit peu, en alsacien on dit frare, un petit peu rude avec les gens qui nous appellent. On a des secouristes dans la salle. Vous pouvez lever la main, n'hésitez pas. Hein. Vous pourrez intervenir aussi tout au long de la conférence. Donc la légendaire mauvaise humeur du régulateur, c'est quelque chose à laquelle vous êtes confronté? Non? Bon, vous êtes poli. Ok. Bon, je vais venir travailler chez vous. Alors le bilan, c'est quoi? Le bilan, pour la régulation, pour les gens qui sont à l'hôpital, qui sont dans leur bulle téléphonique, en fait, nous on n'a que des téléphones, on n'a pas de visioconférence. C'est vraiment la vision de la situation du patient faite par un professionnel de santé. Et faite par un professionnel de santé, c'est important parce que ça peut expliquer des fois la mauvaise humeur du régulateur. C'est qu'à partir du moment où c'est un professionnel de santé formé, diplômé d'État, qui me passe un bilan, je vais avoir un certain niveau d'exigence. Quand un témoin m'appelle parce qu'il a trouvé quelqu'un dans la rue qui a fait un malaise, qui est inconscient et qui me dit « venez vite, c'est grave, le monsieur ne va pas bien », ça me va. Ce n'est pas un professionnel de santé, c'est un monsieur qui est boulanger, qui est pâtissier, qui est témoin d'un incident. Il me dit « ça ne va pas », je ne peux pas lui demander quel est le Glasgow du patient, je ne peux pas lui demander est-ce que le patient a des signes de détresse respiratoire. Par contre, quand un professionnel de santé me passe un bilan, me dit « venez vite, il me faut un renfort, le patient ne va pas bien du tout », ça ne me suffit pas. J'en attends un petit peu plus. J'attends de savoir pourquoi il ne va pas bien. Parce qu'il a mal, parce qu'il est agité, parce qu'il est en arrêt, parce qu'il a du mal à respirer, parce qu'il est en détresse circulatoire. C'est quand même différent. Donc j'attends un petit peu plus, j'ai un niveau d'exigence plus important. Ce bilan, pour le régulateur et pour l'équipe de régulation, c'est capital, parce que ça va valider la décision prise. La décision que j'ai prise, elle est bonne. Le patient qui a fait son malaise et qui s'est tordu la cheville, il n'avait pas besoin d'un SMUR, j'ai envoyé le moyen adéquat, on va le transporter, j'ai bien fait. Ça va nous permettre de recadrer une décision qui n'était pas suffisante. Là, il y avait effectivement peut-être besoin d'un médecin, je vais recadrer, je vais envoyer un renfort. Ça permet de donner un conseil technique. Monsieur Dupont, qui a du mal à respirer, qui a une saturation qui est basse, qui est assis au bord de son lit, je pourrais dire,
Quelqu'un de saturation à 80%, gardez-le en position assise, vous mettez des oreillers derrière le dos, vous lui mettez un masque à 100%, vous le mettez à 15 litres, le renfort arrive. Permettra, mais Monsieur Dupont est insuffisant respiratoire. Alors vous allez le mettre à 8 litres, et puis dès que la SAT arrive à 90, vous allez descendre et vous me rappelez. D'accord ? Et puis ça va me permettre d'avertir le service receveur. Monsieur Dupont, en détresse respiratoire, va arriver. C'est quand même bien de le savoir quand on est service receveur, plutôt que de voir arriver un patient en détresse sans être prévenu. Donc ça permet de s'organiser, ça permet de savoir ce qui va se passer. Alors de mon point de vue, les qualités d'un bilan, il n'y en a pas 36 000. Je pense qu'il faut que le bilan soit circonscrit. Pardon. Le bilan doit être court. Il doit être tenu dans une sorte d'espace petit. Si on commence le bilan de Monsieur Dupont qui a cette dyspnée et que vous me dites, oui, Monsieur Dupont, nous avez envoyé pour dyspnée chez Monsieur Dupont à tel endroit qui a 75 ans, il y a 8 ans, il a été opéré de la prostate, ça s'est compliqué d'un choc septique, il a fait 5 semaines de réa, il s'en est sorti, il devait voir son urologue pour vérifier sa prostate la semaine prochaine, mais l'urologue est parti à la retraite, il ne le verra pas. Mais il respire comment, Monsieur Dupont ? Il est à la ramasse, là, il a un tirage, il a une saturation à 70, il n'est pas capable d'aligner 3 mots. Voilà, ça ne va pas. J'aurais attendu plutôt qu'on me dise effectivement il est en détresse. Peut-être que le cancer de la prostate polymétastasé serait intéressant par la suite, à savoir. Mais dans un premier temps, je veux savoir où j'en suis de mon intervention, de mon bilan primaire de gravité. Donc il faut que rapidement, les signes évocateurs de gravité soient mis en avant ou alors soient amendés. Monsieur Dupont a des voies aériennes qui sont libres, il me parle très bien, il respire super bien, il est tout à fait conscient, il est rose comme un bébé. Bon, je me suis trompé, ce n'était pas une détresse respiratoire, ce n'était pas une dyspnée, c'était peut-être une sensation de dyspnée, ce n'était pas la bonne intervention. Les signes rapidement évocateurs de gravité, ce n'est pas forcément de gravité vitale immédiate. Vous avez la photo de l'AVC en haut, de la campagne sur l'AVC. On sait que l'AVC, c'est une urgence parce qu'il va y avoir des conséquences en termes de capacité ensuite à reprendre une vie normale importante pour les patients. On a une fenêtre thérapeutique qui est toute courte, 4h30 de fenêtre thérapeutique, c'est rien du tout, surtout si les gens appellent tardivement. Si dans le bilan, il n'apparaît pas que le patient a une paralysie faciale, un trouble de la parole, a une paralysie ou une faiblesse musculaire d'un côté, ça par téléphone, on ne le verra pas. Et ce patient, on va perdre du temps, on va perdre des neurones, comme on dit, et peut-être qu'on ne va pas pouvoir lui offrir cette fenêtre thérapeutique à laquelle il aurait eu droit si le bilan avait été bien passé, si ces signes de gravité avaient été pointés du doigt. Et le bilan, il doit être fait, ça, normalement c'est dans les écoles qu'on l'apprend, dans les écoles de formation, de manière réfléchie et construite. Un bilan, ça ne s'improvise pas. On ne dit pas, tiens, je vais faire un bilan, je vais commencer par là, finir par là, partir par là. Non, ça doit être réfléchi, ça doit être codifié. Donc certainement que la question de se poser, est-ce qu'on doit construire un bilan et est-ce qu'on doit l'unifier ? Pourquoi pas, ça paraît être une question, après tout, intéressante, en tout cas qui n'est pas stupide. Alors comment construire un bilan ? Bon, j'ai des éléments de réponse, mais c'est vraiment des éléments et c'est purement personnel, sauf peut-être la fin. Comprendre le déroulement des faits, ça c'est important. En médecine, c'est ce qu'on appelle l'histoire de la maladie. En traumato, c'est ce qu'on appelle la cinétique de l'événement traumatique. Il est important de le savoir, ça, parce que là c'est pareil, le personnel à l'hôpital qui vont recevoir le patient n'auront pas forcément l'information si elle n'est pas marquée, si elle n'est pas notée, si elle n'est pas transmise. Évaluer les fonctions vitales en premier pour déceler une détresse vitale. Donc il y a la fameuse formule ABCDE qui existe depuis 35 ans. En 1983, c'est l'ATLS nord-américain qui a mis ça en place. C'est de plus en plus repris dans des bouquins au niveau national. Si vous allez à l'international, vous allez en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, les gens parlent ABCDE. Ça semble être effectivement, on pourra en reparler par la suite, une méthode qui semble assez facile à acquérir, reproductible et qui est accessible à tous les intervenants préhospitaliers professionnels, du secouriste jusqu'à l'anesthésiste réanimateur ou au chirurgien. Si il n'y a pas de critères de gravité, à ce moment-là, l'évaluation va se faire de manière normale. On va peaufiner les choses et faire un bilan tranquille. Le dossier papier doit être un pense-bête au bilan. C'est-à-dire que sur le dossier papier, on doit avoir tous les items qu'il faut cocher en quelque sorte pour avoir un bilan complet. C'est comme ça que je vois le dossier bilan papier. Alors, dans la bulle d'en bas, je vous ai mis une fiche bilan des militaires dans le cadre de l'international. Donc, quand les militaires interviennent dans l'OTAN, dans le cadre de l'OTAN, dans le cadre des casques bleus, ils ont une façon d'évaluer le patient qui est homogène. Déjà, il y a une langue unique, c'est l'anglais, alors que vous avez 36 000 nationalités. Vous avez une façon d'évaluer le patient d'un point de vue soignant qui est le March Ryan. La partie safe, c'est pour les combattants, mais March Ryan, massive bleeding, les voies aériennes, la respiration, la circulation, l'hypothermie, le trauma crânien,
l'analgésie, les yeux, c'est systématique. Et puis, la fiche bilan, c'est celle qu'ils ont là, c'est la fiche MIST, qui pareil est en anglais, M pour mécanisme de lésion, I pour injury, ça veut dire lésion en anglais, S pour les symptômes qu'il y a, T pour les traitements. C'est codifié, c'est comme ça. Pourquoi ils l'ont codifié, pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils étaient obligés, ils n'ont pas le choix. Vous avez un soldat qui parle anglais, qui se fait blesser, qui va être pris en charge dans un hélicoptère italien par un médecin français, amener un bloc opératoire allemand. C'est sûr que si chacun a sa façon de faire un bilan, les informations vont se perdre. Les gens ne parlent pas forcément tout l'anglais couramment, ou si vous parlez anglais avec un espagnol, un italien, vous n'allez pas avoir les mêmes accents, les gens ne vont pas se comprendre. Donc là, dans l'obligation, on voit qu'à l'international, c'est possible. Donc on pourrait peut-être se dire qu'au niveau national, cette chose est également possible, si on le veut. Avant-dernier point, très rapidement, le bilan téléphonique que vous passez ou radio que vous passez fait partie du dossier médical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut être sorti du dossier médical si un jour, il y a une plainte au pénal, par exemple. Un dossier médical doit être gardé entre 30 et 40 ans dans le cadre du pénal. Donc un dossier enregistré, une bande sonore, peut être sorti, peut être saisi, peut être transmis aux parties civiles, donc aux ayants droit, comme on dit, en cas de décès, et peut ressortir dans la presse. On a eu l'expérience l'année dernière malheureuse. Donc quand on passe un bilan radio, c'est comme si on était sur la place publique. C'est un petit peu comme Facebook. Quand on dit les choses, il faut faire que de l'objectif, pas du subjectif. On vous envoie chez Monsieur Dupont, qui a 75 ans, qui est complètement dément, c'est pas ce qu'il lui prend, il est confus. Si vous passez un bilan en disant « Ouais, Monsieur Dément, il est complètement taré, là, tu m'as envoyé chez un fou, il est débile ce mec. » Mais c'est un fada, en plus il est méchant, c'est vraiment un connard. Il se trouve que Monsieur Dupont, il saigne dans sa tête, il a un hématome frontal, il a des troubles du comportement, effectivement. Il va continuer à saigner, il va mourir, la famille demande la saisie du dossier, et on sort votre bande. Ça n'a pas changé grand-chose, peut-être dans la suite des affaires, mais vous imaginez aller au tribunal en disant « Mais pourquoi vous avez dit que Monsieur Dupont, pourquoi vous avez dit que mon papa était débile, était cloche, était méchant, il saignait dans sa tête, il est mort 3 jours après. » Voilà. Donc faire vraiment attention à ça, c'est une information qui va rester et qui peut ressortir un jour ou l'autre. Le bilan fiche papier, ça, on sait que tout ce qui est écrit est fait, tout ce qui est écrit reste. Important également, et qui à mon avis fait partie du bilan et du bilan papier, c'est toutes les informations qu'on a du mal à récupérer après à l'hôpital, c'est-à-dire les ordonnances, la liste des médicaments, ce qu'on appelle le DLU, le dossier de liaison d'urgence pour tous les patients qui sont en EHPAD, et les conditions de vie du patient. Est-ce qu'il est mobile? Comment est sa maison? Dans quelles conditions de vie il vit? Quand on les a sous la main, c'est tellement facile de les prendre, de les mettre dans une enveloppe et de les amener à l'hôpital. Quand on est à l'hôpital et qu'on doit téléphoner à une EHPAD en week-end ou pendant la nuit, vous avez du personnel de remplaçant qui ne connaît pas le patient, qui n'a pas accès au dossier médical. C'est une perte de temps et d'informations qui sont des fois très péjoratives. En conclusion, très rapidement, l'intervenant préhospitalier, c'est les yeux de la régulation. La régulation, c'est cette jeune femme. Quand on régule, on est aveugle. On a une idée de ce qui se passe, mais on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Et donc, on a besoin de ces yeux pour nous informer, à prendre la bonne décision. Si un bilan ne reflète pas la gravité immédiate, c'est une perte de chance pour un patient. Et le cas typique, je pense que c'est l'AVC. Si on perd 1 heure à transférer un patient dans un hôpital qui n'a pas une unité neurovasculaire parce qu'on a loupé la paralysie faciale, on a oublié de dire qu'il y avait une hémiplégie, c'est une perte de chance pour le patient. Et un bon bilan, c'est un bon début de prise en charge. Merci pour votre attention. Merci. Merci pour cette première présentation, donc, qui ressemble à une définition du bilan d'urgence quand même. Et moi, je voudrais poser une première question à nos invités pour savoir si ils sont d'accord avec cette présentation et avec cette définition. Vous avez les micros devant vous. Vous pouvez les prendre, allez-y, comme vous voulez. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, j'ai bien aimé le dernier slide parce que quand on dit que les yeux de la régulation du SAMU, c'est l'intervenant sur le terrain, on s'en rend compte tous les jours. Nos ambulanciers, on est avant tout chef d'entreprise, je représente la Chambre nationale des services d'ambulance, mais on est avant tout chef d'entreprise. Nos ambulanciers sont les yeux du SAMU lorsqu'on intervient. Cette fiche bilan, c'est vrai que tout ce qui a été dit, on ne peut que cautionner ce qui a été dit. Il y a juste une chose, aujourd'hui cette fiche bilan, il ne faut pas oublier le bilan clinique. La fiche bilan qui intervient, notre fiche clinique patient comme on peut l'appeler dans nos entreprises, elle est importante pour la traçabilité,
pour tout ce qui va suivre au service des urgences, pour la transmission avec le soignant qui va recevoir le patient. Mais par contre, la première chose qu'il faut bien enregistrer, c'est le bilan clinique. C'est ne pas passer à côté de l'AVC, c'est ne pas passer à côté de la paralysie faciale. Et ce bilan clinique aujourd'hui, c'est ce qu'on incite fortement auprès de nos équipes. Les recyclages, les formations dans nos instituts de formation, c'est bien la première chose qu'on leur apprend, c'est le bilan clinique. Et la fiche patient, la fiche clinique patient qu'on transmet, c'est la traçabilité qui rentre dans le dossier médical derrière. Donc je ne peux que cautionner ce qui a été dit, bien entendu. Merci. Mademoiselle Chantepie. Donc moi je suis assistante de régulation médicale, donc c'est moi qui retranscrit les bilans que vous nous transmettez et qui les transmet ensuite au médecin régulateur quand c'est nécessaire. Donc oui, la définition du bilan est très bonne, très complète. Moi je vais vous dire à peu près ce que nous en tant qu'assistant de régulation médicale on attend. Ça a été dit déjà, on a énormément d'interventions, donc quand vous nous appelez, que vous faites le 15, généralement on sait que c'est une ambulance parce qu'on a des systèmes qui nous permettent de reconnaître les appelants, mais on ne sait pas qui vous êtes et où vous êtes. Donc on a plein d'interventions, donc déjà le bilan ça commence par qui je suis et où je suis. Après on peut rentrer dans les détails. Une chose très très importante dans le bilan, c'est l'identité de la victime, nous on commence toujours par ça, et ensuite ce qu'on appelle, nous, le bilan circonstanciel. Donc, c'est effectivement qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que vous, en tant que professionnel de santé, vous voyez? Est-ce que ça correspond à ce que nous, on a eu au téléphone? Et si oui, dans ce cas-là, on passe aux constantes, etc. Enfin, le reste, le bilan complémentaire. Mais ce qu'on attend en premier temps, c'est vraiment, oui, est-ce qu'on est bien en présence de ce qu'on vous a annoncé quand on vous a déclenché? Est-ce que c'est aggravé? Est-ce que c'est complètement autre chose? Et dans ce cas-là, on part sur autre chose et une autre idée. Et on attend de vous, oui, effectivement, l'analyse d'un professionnel de santé. Vous n'êtes pas Monsieur Durand dans la rue qui appelle pour la voisine qui a fait un malaise. Vous êtes un professionnel, un secouriste. Et donc, on a effectivement des questions bien ciblées à vous poser et auxquelles vous êtes tout à fait capable de répondre. Et les difficultés qu'on peut rencontrer, nous, en tant qu'assistants de régulation médicale, c'est effectivement un manque d'uniformisation selon les corporations, mais même parfois même au sein de la même corporation, des bilans qui sont pas tous les mêmes et qui sont parfois un peu trop longs, parce qu'on a dit aussi qu'il fallait qu'ils soient circonstanciels, ou alors pas assez développé. Quand on nous dit il va bien, il est parti, on aimerait avoir un peu plus d'informations quand même. C'est un dossier médical, on a été appelé, il y a une fiche, donc on a besoin de l'essentiel. Alors s'il va bien, effectivement, peut-être on peut le laisser sur place, mais c'est la décision du SAMU, du coup, c'est pas la décision du secouriste. Et voilà, ceci dit, nous, chez nous, dans notre département, à Rennes, on commence à développer donc une application en collaboration avec NFSave, et donc on commence à utiliser les bilans tablettes, et c'est utilisé aussi bien par les pompiers que par les ambulanciers privés, et donc comme quoi tout le monde peut l'utiliser. Voilà. Merci. Antoine Ouvrance aura l'occasion de nous présenter cet outil sur la fin de la conférence. Moi, je voulais revenir sur le terrain, en fait, beaucoup plus, parce que c'est vrai que vous avez un regard qui est beaucoup plus porté sur la salle de régulation, qui est vraiment à l'arrière qui est vraiment, en fait, on est vos yeux. Ce que vous disiez tout à l'heure est complètement vrai. Je pense que la technique, effectivement, du bilan, on la voit assez régulièrement dans les formations. C'est très bien de la rappeler. Moi, il y a quelque chose, en fait, à laquelle... vous parliez tout à l'heure d'uniformisation par rapport au bilan de l'armée. Nous, déjà, dans les ambulances, on a un gros problème. C'est l'uniformisation des fiches bilan. Parce que déjà, dans chaque département, on n'a pas les mêmes fiches. Parfois, il n'y a même pas de fiches. C'est vraiment un gros problème. Vous parliez tout à l'heure de problèmes médico-légaux. Effectivement, on a des départements encore aujourd'hui qui... malheureusement, soit ne retransmettent pas de bilan, soit n'ont pas de feuille de bilan. Donc nous, en tant qu'ambulanciers, on en est encore là, malheureusement. Alors,
je vois l'avancée, effectivement, l'avenir va venir des tablettes et de l'uniformisation, forcément. Mais nous, on est encore sur cette problématique-là. Il est vrai que quand on arrive sur intervention, je pense que tous les secouristes ici, tous les ambulanciers, tous les pompiers qui sont dans la salle, généralement on part avec un motif que vous avez reçu à la salle de régulation, qui n'est pas forcément le motif quand on arrive, environ on va dire 50% du temps, voire même beaucoup plus. Vous devez avoir une vision globale de l'intervention. Je reviens aussi sur le bilan circonstanciel qui est vraiment très important de savoir pourquoi la victime est là et dans quelles circonstances elle est arrivée dans la position ou dans l'état où elle est aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais l'uniformisation, je pense, de la feuille de bilan est vraiment très importante parce que dans un contexte où il va y avoir, admettons, plusieurs acteurs, où vous allez avoir les sapeurs-pompiers qui vont arriver, ou le SAMU qui va arriver, chacun reprend une fiche de bilan et refait la même chose. Vous parliez tout à l'heure de logiciels, effectivement, c'est très bien. Moi, je pense qu'il y a quand même des limites à la technique. Je pense qu'on ne peut pas avoir non plus 50 logiciels pour chaque personne. Dans les ambulances, malheureusement, on va être sur du privé. Donc si on prend, admettons, des systèmes différents de celle-là, les SAMU ne vont pas pouvoir investir dans tous les logiciels pour pouvoir récupérer les informations de données. On est aussi sur un système, nous, qui est plus donc, sur le portable. Je pense que, comme pratiquement 90% des gens aujourd'hui, qui ont du mal à passer. Donc des fois, les informations se perdent, malheureusement. Les informations aussi, bilan écrit, quand il y a plusieurs acteurs, les informations se perdent. Il y a des informations qu'on ne marque pas forcément, ou l'information qui est passée, on le dit à l'oral, mais qui n'est pas écrit. Et ce qui fait que sur la prise en charge après du patient à l'hôpital, où on arrive dans une structure, elle est beaucoup moins, on va dire, édifiante par rapport à ce qu'on avait au départ. Donc je vous rejoins complètement sur l'arrivée du patient à l'hôpital, où vous avez en fait, ce que vous appelez le receveur, l'hôpital receveur, où la personne vous dit « mais attendez, c'est pas du tout ce qu'on a à l'arrivée ». Et cette uniformisation-là, je pense qu'elle serait très très importante. Voilà. J'ai la chance de parler à la fin, donc c'est toujours bien mieux, parce que comme ça, on a pu bien écouter ce qui a été dit. Je vais essayer de prendre une autre approche. Bon, la première, concernant les yeux du SAMU, oui, mais j'espère que vous n'êtes pas que les yeux du SAMU, sinon demain, vous n'existez plus. On commence à travailler avec des outils connectés, des lunettes, des tablettes, etc. Et finalement, petit à petit, le SAMU voit aussi ce que vous voyez. Et ça va se développer. Donc, vous êtes aussi nos mains. Hein. Il faut aussi toucher les gens, voir ce qui se passe. Donc, il y a d'autres éléments. Maintenant, on voit bien que le terme bilan, c'est plein de choses. C'est le bilan que vous faites sur place, c'est le bilan que vous transmettez, c'est le bilan que vous écrivez, c'est le bilan que vous donnez à l'hôpital. Et c'est probablement de là que vient toute cette confusion. On ne sait plus trop où on en est. Alors, le bilan que vous faites sur place, moi, à titre personnel, j'allais dire, vous faites le bilan que vous voulez du moment qu'il répond aux règles de bilan et qu'on a tous les éléments. Si vous faites sur place X avant W, ça ne me pose pas de problème. Ce qui m'interpelle beaucoup plus, c'est le bilan que vous transmettez. Parce qu'on a bien vu avec la régulation, c'est ce bilan qui va avoir une incidence sur le patient, sur la gravité de son état, faut-il renvoyer des moyens supplémentaires ou pas, et surtout son orientation vers quel plateau technique. Et ça va devenir de plus en plus important. Vous constatez tous les jours une concentration des plateaux techniques hospitaliers. Dans ce bilan à transmettre, il faut effectivement qu'il soit concis, mais il faut qu'il soit précis. Et alors moi, je commence à dater un peu dans le monde de l'urgence, mais bon, on m'a toujours appris qu'il y avait 3 bilans essentiels. Le bilan vital, qui est le premier, c'est grave, c'est pas grave. Le bilan lésionnel complet et le bilan circonstanciel. Le bilan vital est souvent pas trop mal fait, si ce n'est cette horreur qu'on a inventée qui s'appelle un saturomètre. Alors moi, ça, voilà. La SAT est à 40, non, il est mort, elle n'est pas à 40. Enfin bon, bref, ça, c'est un autre problème. Mais les yeux, la clinique de la personne, du professionnel de santé est quand même essentiel. Après le bilan lésionnel, on décrit ce qu'on a fait. C'est un peu moins bien fait, mais globalement, ça va. Le bilan circonstanciel est toujours le parent pauvre.
Parce que le bilan circonstanciel, on le comprend bien, je vais vous donner un exemple. Sur la traumatologie, on nous dira c'est un AVP, voiture, poids lourd, des fois on a le choc, des fois on sait si c'était le conducteur, s'il était ceinturé, ça va. Combien de fois on a un bilan circonstanciel sur une crise d'épilepsie? Or, toute personne qui tombe, ce n'est pas une crise d'épilepsie. Et si on décide sur place que c'est une crise d'épilepsie parce qu'on nous a dit que ou parce qu'on a l'impression que, il faut imaginer tout ce que ça entraîne derrière à l'hôpital comme examen complémentaire, alors que ça peut être quelque chose de tout à fait anodin. Juste cet exemple pour vous dire que l'analyse de ce qui s'est passé de façon fiable, ce fameux bilan circonstanciel, dans les pathologies médicales, c'est quasiment jamais fait. Enfin, je parle un peu souvent de contrôle. La douleur thoracique, c'est bien, mais c'était quoi? C'était à l'effort, c'était en dormant, c'était plein d'éléments où le médecin régulateur va vous poser en plus des questions, et donc on va perdre encore du temps. Donc s'il y a quelque chose, à mon avis, qu'il faut de façon urgente structurer, c'est bien ce bilan transmis, puisque c'est celui-là qui est le plus urgent. Après, effectivement, on peut rêver d'un bilan, d'une feuille bilan, donc cette traçabilité médico-légale, qui soit uniformisée, qui puisse intégrer automatiquement les dossiers médicaux. Pourquoi pas? Mais n'oublions pas quand même que nous sommes des latins, essentiellement, et que notre culture, elle est d'abord verbale, et qu'on s'exprime. Alors, c'est bien de structurer, mais moi, quand j'entends un intervenant qui a la voix qui chevrotte parce que la circulation est machin, ou qui dit, même s'il dit vite, ça va pas, on sait que c'est un professionnel et on sait qu'il va falloir envoyer des moyens supplémentaires, même si apparemment le bilan est rassurant. Alors, peut-être faut-il systématiser des bilans automatiques, pourquoi pas, mais en tout cas, moi je préfère mettre en garde, sûrement pas tous les bilans. Ce qu'on a appelé pendant un certain temps les bilans simplifiés sur de la traumatologie périphérique, des choses simples, oui, ça peut être un gain de temps. Maintenant, des choses compliquées, la prise en charge d'un traumatisé grave, la prise en charge d'une personne dans le coma. Attention, la subjectivité du professionnel de santé sur place est quand même un élément important pour le médecin régulateur. Un bilan unique, oui, pourquoi pas, mais surtout pas d'automatisation. Non, c'est pas surtout pas, c'est une automatisation réfléchie. Pour certaines circonstances. Mais ne pas... on parlait tout à l'heure du problème de la résilience, des outils automatiques qui transmettent l'alerte, etc. Oui, c'est bien, c'est un plus, mais n'oublions pas l'humain quand même. C'est quand même très, très important. On est dans ces circonstances face à des professionnels de santé. Ça a été dit plusieurs fois. On attend de professionnels de santé, de professionnels secouristes, plus que du citoyen lambda. Et ce plus, c'est aussi un petit peu de subjectivité, de votre expérience de secouriste qui dit là, ouais d'accord, ça a l'air pas mal, mais quand même je le sens pas. On a quand même souvent des bilans où les gens nous disent, bah voilà, le bilan est très bien, il est plutôt rassurant, ouais mais je le sens pas, il va pas bien, il est un peu trop agité, ou voilà. Et ça c'est important, il faut garder cette notion-là quand même, ne pas la faire disparaître. Merci docteur. Mademoiselle Chantepied, on en parlait justement en préparant la conférence. Donc vous représentez les régulateurs et vous me disiez que effectivement le bilan circonstanciel c'était, je veux peut-être pas utiliser le terme de problème, mais c'est une difficulté pour vous de voir ce qui se passe exactement sur le terrain. Oui, comme je l'ai dit, effectivement, on l'a déjà dit, vous êtes nos yeux, vous êtes nos mains. On a besoin de ce bilan parce que nous, on ne voit pas, donc on imagine. Et on a besoin de ce bilan pour essayer de se rapprocher au plus proche de la réalité. Et je rejoins par contre le docteur Braun en disant que les bilans les fiches ou alors les bilans tablettes, c'est très bien. Mais ceci dit, on a besoin de ce contact téléphonique, on a besoin de la parole, on a besoin d'un échange oral avec vous, parce que on ne peut pas tout écrire. Même nous, les assistants de régulation médicale, on a devant nous une page blanche. Quand vous nous appelez, on doit tout rentrer manuellement, mais on ne peut pas tout retranscrire, tout ce que vous nous dites. Et il y a ces impressions, ces sentiments qui font partie aussi du bilan, et c'est ça qu'on attend de vous en tant que professionnel de santé, de nous dire là, il y a quelque chose, ou alors non, ça va, il va plutôt bien, ou non, les constantes sont bonnes, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, on ne peut pas le retranscrire sur une fiche écrite ou alors sur un bilan tablette. Donc c'est le gros plus, parce qu'on ne peut pas dire petit, le gros plus que vous apportez en tant que secouriste. Merci.
Quelqu'un veut s'exprimer? Je passe le micro. Je vous demanderai de vous présenter et ensuite de poser votre question, s'il vous plaît. Donc, Berlé Alain, moi je suis du SDIS 68, donc pompier volontaire dans un CS, chef d'agrès, formateur équipier VSAV et tout ce qui va bien avec. Et du coup, je suis amené à faire des bilans et à les transmettre au 15. Et on se rend compte d'une chose, si on demande effectivement un renfort médicalisé, vous en avez parlé avant, on se rend compte que si on n'a pas des chiffres qui nous disent que quelque chose ne va pas bien, on n'aura pas notre médecin. On a souvent les impressions, on se dit, écoute, la voiture a fait 3 tonneaux, d'accord, le gars il est sorti tout seul, mais écoute, je le sens pas, il est un peu comme ceci, comme cela. Ouais, mais attends, tu as une tension à combien, tu as une sat à combien, tu as un pouls à combien, et finalement, écoute, a priori ça va bien, tu l'emmènes, et si vraiment ça va pas, tu nous rappelles. Alors je ne jette pas la faute ni au médecin régulateur, ni au personnel, mais on sait que dans tous les départements, les renforts SAMU sont très limités. Peut-être trop limité, diront certains. Et s'il y a 1 ou 2 médecins sur le secteur, on va l'envoyer là où effectivement on a un arrêt cardiaque, on a quelque chose de vraiment grave, et l'appréhension ou l'appréciation du chef d'agrès ou de l'ambulancier sur place, on ne la prend pas du tout en compte, quoi. Et ça, malheureusement, je le déplore. Je vais vous faire une réponse générique. Merci, monsieur. Qui m'engage moi, mais qui quelque part... je ne veux pas dire que ça marque une doctrine, mais en tout cas, ça marque la position de SAMU Urgences de France. Un professionnel du secours qui téléphone à la régulation et qui demande un renfort médical, il doit l'avoir immédiatement sans discuter. Ça, c'est un point qui ne doit pas être mis en cause au départ. Après, comment ça se passe? Vous allez le demander, il va être déclenché. Il va mettre entre 3 et 5 minutes pour partir. On a tout le temps de discuter après. Et un professionnel qui appelle en disant « envoyez-moi vite un médecin, ça ne va pas », il va être dans un état de stress naturel qui fait qu'on va pouvoir lui poser toutes les questions, il va encore plus s'énerver. Parce que quand on va lui dire « bon, pas de problème, j'envoie », en tout cas moi c'est la consigne qu'il y a chez moi, on envoie et après on discute. Il sera toujours temps d'annuler, probablement la VLM ou l'AR ne sera même pas sorti de l'hôpital. Mais en tout cas, un professionnel qui demande, on doit lui donner satisfaction. Après, si vous demandez toutes les 5 minutes pour n'importe quoi, on s'expliquera sur place, clairement. Mais en tout cas, c'est dans ces situations-là qu'il ne faut pas perdre de temps. Et le temps qu'on peut être amené à perdre au départ, on ne le rattrapera jamais. Ce n'est pas en roulant à 150 qu'on va le rattraper. Donc moi, ma doctrine, c'est plutôt ça. Un professionnel du secours demande un renfort médical, on dit oui, on déclenche le renfort et on discute, quitte à annuler le renfort derrière. Les bilans peuvent être différents, mais les doctrines aussi peuvent être différentes en fonction des territoires, puisque là, on voit que visiblement, ça ne se passe pas comme ça dans son département. C'est notre problème latin. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à avoir des doctrines qui sont appliquées au niveau national de la même façon. Vous savez, vous prenez, je ne veux pas dire du mal des docteurs quand même, mais on prend 5 docteurs, vous aurez 6 avis. Pourquoi 6? Parce qu'une fois que chacun aura donné son avis, le 6e en donnera encore un autre. Mais ça fait aussi partie de notre culture de se challenger en permanence sur des décisions. Donc c'est très difficile d'appliquer des choses, entre guillemets, à l'anglo-saxonne, extrêmement rigides. Il faudrait qu'on en fasse un peu plus, mais probablement pas trop. Voilà. Après, vous avez des qualités de secouristes, je suis désolé, il faut dire les choses, qui peuvent être différentes. D'un endroit à un autre, d'un secteur à un autre, d'une personne à une autre. Et puis on peut avoir tendance... Moi, je comprends le médecin régulateur, s'il a envoyé 4 fois le SMUR sur une demande de renfort et que 4 fois ce n'était pas justifié, à la 5e fois, il va être peut-être un peu plus réticent. Il y a de l'humain aussi derrière, on n'est pas uniquement dans l'automatique. Et de la formation aussi. Et de l'information, là aussi, si quand vous appelez, vous donnez tout de suite les éléments de détresse vitale, il y a une détresse vitale parce que ça et ça, et je ne le sens pas parce que les circonstances sont comme ça, bon, ça doit suffire normalement. Mais bon, ça reste malheureusement théorique dans un certain nombre de cas. Bonjour, alors Priscilla Vaucoulou, je suis infirmière sapeur-pompier au SDIS 39 et je voulais rejoindre un peu un collègue SP. Nous, on retrouve un peu la même problématique dans notre département où souvent quand on appelle la régule, on nous réclame des chiffres
Alors nous, au 3SM, on est formé au bilan avec la méthode ABC. Donc souvent, on ne prend pas tout de suite la tension ou une SAT, on a déjà beaucoup d'éléments. Et moi, je me suis retrouvée dans plusieurs situations où des fois, je demandais un renfort, parce que souvent, nous, les ISP, on part sans les médecins, où je demandais un SMUR et on me demandait une tension, une SAT, et on retarde un peu la prise en charge. Donc, je me posais une question aussi, si à la régule, vous aviez besoin de transmettre le bilan au médecin avant d'envoyer un renfort médical, parce que souvent c'est ce qu'on nous dit, je retransmets au médecin, je vous donne la réponse après, puis on perd un quart d'heure. Alors moi je vais juste... on part du principe que vous, secouristes, vous êtes sur place. Donc la victime, elle est pas toute seule, elle est déjà prise en charge. Donc le temps de prendre les constantes et de les transmettre, c'est un temps nécessaire. C'est pas une perte de temps. C'est même indispensable. Et s'il se passe quoi que ce soit, vous êtes là. Vous n'êtes pas que des gens qui appellent pour passer un bilan. Vous êtes avant tout secouriste. Donc la victime, elle est, on va dire, déjà prise en charge. Après, nous, en tant qu'assistants de régulation médicale, effectivement, quand on nous demande un SMUR, sauf si la personne est en arrêt cardio-respiratoire, puisque c'est un SMUR réflexe. Mais en dehors de ce cas-là, si on nous demande un SMUR, on est obligé de passer le bilan au médecin. Ce n'est pas nous qui décidons de l'envoi ou pas de l'équipe médicale. Mais je le répète, la victime, elle est déjà prise en charge par vous. Merci. Oui, docteur. Je pouvais juste rajouter, donc si vous travaillez avec un bilan ABC, est-ce que votre régulation travaille avec de l'ABC aussi? Parce qu'en fait, ça a un sens, le mode de travailler, si tout le monde travaille pareil. Donc c'est vrai que normalement, quand on enseigne ce système anglo-saxon, on dit que dès qu'une détresse vitale est dépistée, on peut commencer à envoyer un pré-bilan, un bilan d'ambiance, en disant effectivement, j'ai un patient qui respire très rapidement, au moins à 30 par minute. Il est assis au bord du lit, il a des cyanoses des lèvres, il n'arrive pas à aligner deux mots. Ça suffit à signer la détresse respiratoire. Si vous avez la SAT, c'est peut-être mieux. Si vous avez la tension, ça orientera plus vers du cardio-respiratoire ou du respiratoire pur. Mais ce n'est pas indispensable. Donc, si tout le monde parle le même langage, c'est pour ça que c'est peut-être bien d'avoir une unité de façon de penser et de travailler. Et je pense également que en régulation, les gens qui régulent, théoriquement, doivent être des gens qui ont une expérience de terrain. J'ai toujours été défenseur d'une médecine d'urgence, je suis urgentiste. Médecine d'urgence où les gens travaillent dans les 3 secteurs que sont l'urgence, et même les 4. C'est le préhospitalier, c'est la régulation, c'est les urgences, et c'est l'enseignement au sein des CESU. Je pense qu'un urgentiste, c'est ça à l'heure actuelle en France. On a la chance d'avoir cette spécialité qui a une vision globale de la prise en charge du patient depuis le malaise dans son lit jusqu'à l'arrivée au déchocage et au transfert en réa. Et je pense que ça, c'est une richesse. Et je pense que plus l'interlocuteur que vous aurez au téléphone, l'urgentiste, a cette culture du préhospitalier, de l'intra-hospitalier, plus il sera à même de comprendre ce que vous lui dites. Mais il faut que tout le monde parle le même langage, c'est sûr. Il y a des endroits où, effectivement, pour passer un bilan, il faut que ce soit chiffré. On nous l'a appris, à combien la fréquence cardiaque. On nous a appris qu'un état de choc, moi quand j'étais jeune, j'ai appris que l'état de choc, c'est une tension inférieure à 6. Aujourd'hui, on vous dit qu'un état de choc peut exister avec une tension totalement normale. Le patient est tachycarde, il compense. C'est vachement différent. Si on est toujours sur l'ancienne méthode, c'est sûr qu'on va vous demander la tension. Puis vous allez dire il a 12 de systolique, il a 140 de fréquence cardiaque. On va vous dire non, il n'est pas en état de choc, ton mec. Il pète la forme, il a 12 de tension. Donc il faut qu'on ait tous la même culture, la même formation, je pense là-dessus. Bon, à ce stade de la discussion, moi je constate 2 choses importantes. C'est que vous êtes tous à peu près d'accord autour de ce qu'on attend d'un bilan et de ce que devrait être un bilan. Et je constate aussi que on a des disparités importantes sur le territoire et on a toutes sortes de bilans. Alors en fonction des différentes corporations, mais aussi en fonction des territoires. D'où ma question. Pourquoi on n'a pas un bilan unique? Puisque finalement, visiblement, vous êtes tous à peu près d'accord autour autour de la même chose, de ce qu'on attend d'un bilan. Au-delà du bilan unique, et là on va parler de la fiche patient ou de la tablette de main,
il ne faut pas oublier ce qui vient d'être dit sur la méthodologie de travail et sur la méthodologie qui est attendue par l'ARM, puis par le médecin régulateur. Et aujourd'hui, cette synergie qui doit exister entre les SAMU du département, entre les ambulanciers du département, entre les secouristes du département, cette méthodologie, elle doit se construire ensemble si on veut aller vers une fiche bilan unique. Sinon, on aura du mal à répondre aux attentes d'un ARM qui attend ici des constantes, ici un bilan circonstanciel, ici un bilan clinique. Et comme disait Dr Braun tout à l'heure, c'est quand même humano-dépendant, cette situation-là. On a des hommes, on a des humains derrière. Donc si on n'a pas ça, cette méthodologie de travail ensemble, on aura du mal à construire. La tablette est une réponse, mais c'est avant tout le travail en amont qui doit exister. D'accord. Alors, on avait tout à l'heure un premier élément de réponse qui était culturel, finalement, nos racines latines, quelque part, d'après ce que vous aviez dit, qui compte dans l'absence de modèle unique de bilan. Et là, vous parlez de méthodologie. Donc là, si je comprends bien, c'est l'absence d'une autorité de pilotage ? Alors, l'absence, non, parce qu'il y a des départements où ça fonctionne. Monsieur disait tout à l'heure où il y a des départements où il n'y a pas de fiche bilan. Il ne faudrait pas que nos spectateurs repartent avec l'idée qu'il y en a pas beaucoup. Il y en a dans beaucoup de départements. Aujourd'hui, il y a des constructions qui se sont faites entre les ATSU, les SAMU et les SDIS, parce que c'est une question qui, derrière chaque bilan, il y a un patient. Et peu importe le véhicule qui intervient, peu importe l'intervention, ce qu'il faut bien penser, c'est qu'on a un patient derrière. Et c'est son parcours de soins qu'il faut penser derrière. Donc c'est la prise en charge de l'AVC au plus rapide, et ainsi de suite. Donc cette fiche bilan et cette fiche patient, elle est indispensable, on le sait, dans le dossier médical. Par contre, il faut l'appréhender en amont pour qu'elle soit construite en synergie avec les trois. Oui, quelques éléments complémentaires, pas forcément de réponse. Hein. La provocation, c'est de dire on n'a pas un bilan unique parce qu'on n'a pas un patient unique. Une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Pour autant, il faut impérativement qu'on parle le même langage. Et ça, je souscris totalement. Et qu'on ait la même façon d'interpréter les choses. Si on ne fait pas ça, on n'est pas dans une chaîne entre secours et soins qui est logique et on va droit dans le mur. Alors, il existe normalement une entité qui doit être là au niveau de chaque département. Ça s'appelle le CODAMU PSTS, Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. C'est typiquement le genre de travail qui devrait être mené dans ces commissions pour effectivement... Alors, je ne suis pas certain qu'il faille uniformiser les fiches bilan, par contre. Parce que les sapeurs-pompiers peuvent avoir besoin de renseignements que les ambulanciers n'auront peut-être pas. Enfin, là, je dis ça sans truc très, très particulier, mais particulier en régulation quand on remplit des registres. Vous savez, ces grandes bases de données où on va mettre tous les arrêts cardiaques, où on va mettre tous les traumatisés graves. On va avoir besoin d'informations dont on n'a pas besoin dans le bilan, de choses supplémentaires. Et parfois, nos fiches bilan de SMUR vont être beaucoup plus complètes, par exemple sur l'arrêt cardiaque, que ce qui est nécessaire pour simplement la prise en charge elle-même de cet arrêt cardiaque. Donc attention à ça. Par contre, moi je suis vraiment accro au fait que l'importance du bilan transmis, plus que simplement du bilan écrit, mais du bilan transmis, où là on doit parler le même langage, on doit avoir fait l'analyse de la détresse vitale de la même façon. Alors ABC, c'est ce qui est effectivement reconnu maintenant un petit peu partout. Donc plutôt dans cette logique-là. Essayons déjà d'avoir une transmission uniformisée du bilan. Pour ce qui est des demandes de renfort, le nouveau guide d'aide à la régulation au SAMU Centre 15 va introduire la notion de priorité de bilan qu'on n'a pas actuellement. Pour ceux qui savent, on a la priorité ARM, c'est les P, la priorité du médecin régulateur, les R. On n'avait pas de priorité de bilan. Il va y avoir là des priorités de bilan qui, comme pour l'appel pour une détresse immédiate, vont permettre à l'ARM de déclencher le renfort médical avant même de passer l'appel au médecin régulateur. Donc on avance quand même aussi pour répondre à votre question. Mais pour que ce soit fiable, pour que ce soit reproductible d'un arme à l'autre, d'un médecin à l'autre, il faut effectivement qu'on donne des règles et qu'on donne un cadre. Moi, je voulais revenir sur ce que vous dites par rapport à la retransmission du bilan. Premièrement, je pense quand même que il y a quand même plusieurs heures de formation
sur la retransmission du bilan. Malheureusement, apparemment, qui ne se retransmet pas au niveau de l'UNARM du médecin régulateur. Est-ce que c'est un défaut de formation? Peut-être. Est-ce que c'est un défaut de retransmission des éléments qu'on a sur place? Certainement. J'aimerais revenir aussi sur le CODAMU. Effectivement, mettons-nous autour de la table, je pense, parce qu'il y a des choses à dire concernant les feuilles de bilan. Alors, je suis peut-être un petit peu obtus dessus, mais quand on voit, si vous voulez, l'évolution, on va dire informatique, et d'où on part, effectivement, vous dites tout à l'heure que c'est marginal, les endroits où on n'a pas de feuille de bilan, etc. Effectivement, mais ça existe. Ça existe. Et au CODAMU, j'arrive pas encore à comprendre pourquoi on n'arrive pas à se mettre autour de la table pour en parler. Là, il y a quand même des choses qui, excusez-moi, me paraissent quand même grandement. C'est quand même une des choses majeures, je pense, à en parler. Malheureusement, on n'a pas l'occasion. Enfin, on a quelques délégués qui vont dans les centres dans les réunions de CODAMU. Quand ça se passe, généralement, c'est pas des questions qui se posent. Je pense que ça, c'est important aussi. Je pense que les ambulanciers qui sont là peuvent le dire. Quand on voit des collègues qui sont comme nous du 77, où on a des fiches bilan qui viennent de la sécurité sociale et que vous allez dans le 94 où ils n'en ont pas, Île-de-France, où vous allez, admettons, dans le 38 où ils n'en ont pas du tout et qu'à ce moment-là, c'est eux qui font les fiches de bilan, c'est un petit peu compliqué. Effectivement, la retransmission du bilan, elle est importante, etc., mais il faut des bases. Effectivement, également, je pense que l'humain est important. La notion d'humain, quand on arrive sur une intervention, le sentiment d'avoir effectivement un patient en détresse doit être ici, importante, pour retransmettre. L'informatique, c'est très bien, c'est un plus. Ça va effectivement nous amener à des choses supplémentaires, mais je pense déjà qu'il faut peut-être être dans la réalité avant que de passer déjà à l'étape suivante. Excusez-moi, mais c'est la façon de fonctionner du CODAMU que vous remettez en question pour améliorer, pour aller vers un modèle unique? C'est un peu compliqué en fait. C'est pas la méthode. Je contredis pas le CODAMU, c'est qu'il y a des questions qui ne sont pas posées. Il y a des questions réelles de terrain qui malheureusement, voilà, on pose des questions de réalité de terrain. Et au CODAMU, on n'en a pas. On en a très rarement en fait. Oui, que le CODAMU ne remplisse pas toutes les missions qu'on pourrait lui donner, sûrement. Maintenant, j'aurais une question. Je sais qu'il y a des sapeurs-pompiers dans la salle. Est-ce qu'on a la même fiche bilan d'un département à l'autre? Non, oui, bon, c'est bien ce qui me semblait. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez compliqué, déjà entre départements, au sein d'un même département. Qu'il faille donner des règles, oui, je pense que ça, c'est une bonne ouverture. Il y a une grande réflexion actuellement sur ce qu'est un transport sanitaire urgence, que ça doit venir. C'est certainement quelque chose à intégrer dans la réflexion avec des fiches bilan, je ne sais pas comment il faudra les appeler, mais en tout cas, un aide-mémoire pour faire un bilan correct et passer un bilan correct. Au moins une trame minimale, ça me semble bien. Mais laisser quand même toujours la possibilité d'adapter un petit peu cette trame, en tout cas d'en rajouter sur cette trame de base. Si je pouvais juste rajouter rapidement. Bien sûr, allez-y, c'est on a le intéressant temps. la discussion parce qu'on s'aperçoit que les pompiers dans chaque département vont avoir des fiches différentes, que les SAMU, les ambulances auront des fiches différentes. C'est vrai qu'on peut quand même se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas uniformiser tout ça? Est-ce que c'est pas au CODAMU, par mon avis, de le faire? C'est au niveau national qu'il faut le faire. On peut faire le parallèle. Au SAMU, on a un gros problème en France. On a plusieurs logiciels de régulation qui sont des logiciels d'âge différents qui ne se parlent pas entre eux. Ce qui veut dire que dans le SAMU où je travaille, si ma salle de régulation brûle avec les ordinateurs, le SAMU voisin est incapable de reprendre mes appels. C'est dingue, hein? Ça fait des années que c'est comme ça. Il y a un grand projet national qui a été lancé il y a plusieurs années qui met en place un logiciel unique de régulation nationale. Ont été mis autour de la table les armes, les médecins régulateurs, les libéraux, des informaticiens, des ambulanciers, tout le monde du préhospitalier était mis autour de la table pour construire ce logiciel. Ce logiciel devrait être déployé fin d'année dans 3 sites pilotes en France.
Et on espère que dans 5, 8, 10 ans, je ne sais pas, ce soit généralisé à la France. Voilà. On peut partir peut-être un peu de ce principe en disant qu'il faut qu'il y ait une volonté de la base, du terrain, c'est-à-dire de nous, en disant voilà, essayons d'avoir des choses uniformes, qu'on parle tous le même langage. Et pourquoi pas une fiche bilan nationale? Pourquoi pas? Je veux dire, on n'est pas non plus un pays gigantesque, on pourrait unifier des choses. Et c'est vrai qu'en France, on a l'impression, l'organisation notamment des pompiers, c'est vraiment départemental. Hein. Des formations ne sont pas faites dans certains départements, mais sont faites dans d'autres. Alors qu'on imagine quand même que la France est un pays très pyramidal, avec une capitale, des ministères qui commandent, et puis les choses sont assez uniformes. On s'aperçoit là que dans la fiche bilan, il y en a, il n'y en a pas. Quand il y en a, ce n'est pas les mêmes. Les rouges, les blancs n'ont pas la même, on ne parle pas pareil. Le patient qui fait son infarct, lui, il aura la même douleur, le même électrocardiogramme et la même espérance de vie. Hein. Qu'on soit rouge, qu'on soit blanc, qu'on parle français ou japonais, ce sera pareil. Hein. Donc peut-être que c'est le moment de dire, oui, on en a besoin, d'interpeller les tutelles en disant, aidez-nous. C'est pas au département de le faire, c'est au niveau national qu'il faut le faire. La difficulté, c'est la départementalisation, effectivement. Oui, mademoiselle Chantepie. Je rejoins, effectivement, j'allais justement parler de cette uniformisation du travail des assistants de régulation médicale et des médecins régulateurs sur toute la France grâce à ce nouveau logiciel qui va sortir. C'est en tout cas la volonté du ministère, c'est qu'on travaille tous pareil. Et donc on voit que ça passe quand même par le numérique, par l'informatique. Donc je pense que le numérique a sa place aujourd'hui et c'est plus qu'une aide, on va dire. Ça pourrait être le déclencheur de quelque chose au niveau national. Oui. Merci. Juste pour abonder, j'ai une fâcheuse tendance à toujours voir le verre à moitié plein. Et aujourd'hui, il y a des régions qui fonctionnent très bien. Je viens d'une région où l'ARS a imposé au seul SAMU qui restait sur un logiciel différent de passer sur le même logiciel pour justement pallier à cette situation dégradée qui doit arriver si jamais il y a un SAMU qui brûle. Et on a fait la même chose au niveau de nos 5 départements et au niveau de nos 5 ATSU, c'est-à-dire qu'on a fonctionné avec le même logiciel de traçabilité de nos missions pour que là aussi on soit interchangeable entre nos coordonnateurs ambulanciers en période notamment de nuit profonde, la nuit, et puis que chacun puisse utiliser le logiciel de l'autre. Donc on voit qu'il y a des très très bonnes idées un peu partout. L'uniformisation, ce serait encore l'idéal, mais chaque chose en son temps. On la souhaite, mais on n'y arrive pas. Mais si on s'attache au rôle fonctionnel de chacune de ces corporations, on se rend compte que finalement, c'est le SAMU qui reçoit les appels. Alors moi, c'est ma question, quoi. Est-ce que ça ne serait pas au SAMU d'initier cette uniformisation? Au moins de l'initier? Oui, certainement. Le terme uniformisation me gêne toujours. Voilà, je ne sais pas, c'est peut-être un côté rebelle qui est peut-être pas évident, mais fait tout le monde une seule tête et personne dépasse, c'est quelque chose qui marche pas, qui marche plus nulle part. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des outils qui soient communicants, des outils qui travaillent de la même façon, qui permettent de s'aider, de se remplacer, etc. C'est tout l'enjeu de SI SAMU et de Nexis chez les pompiers d'ailleurs. On ne va pas faire un seul logiciel pour tout le monde. On a des logiciels métiers et l'important c'est qu'ils communiquent. Alors après, tout le travail c'est quels sont les champs qui communiquent et qu'est-ce qu'on échange et qu'est-ce qu'on communique. Alors ça tombe bien, aujourd'hui, il y a une réunion du groupe SISU, le groupe interministériel, c'est en cours, qui travaille depuis 2 ans maintenant, puisqu'avant ça s'appelait GT 399, sur alors pas l'uniformisation, sur la normalisation des échanges. Voilà. Beaucoup plus dans l'échange que dans l'outil en lui-même. Et je crois que ça, c'est important. Et ce groupe a défini un certain nombre d'éléments qu'on doit s'échanger. Alors, quelque part, la trame de ce bilan standard, elle existe et elle nous est apportée par les travaux informatiques et par l'évolution des technologies. Mais c'est plutôt dans ce sens-là que ça se fait que de se mettre autour de la table et de dire voilà ce que doit être la fiche standard. Au niveau des interventions des SMUR, on n'est pas fichu d'avoir une fiche nationale SMUR. Regardez les ambulances, on n'est pas fichu d'avoir des ambulances qui se ressemblent.
il y en a des rondes, il y en a des carrés, il y en a des couleurs, il y a des autres couleurs, etc. Donc, je ne suis pas certain que ce soit franchement dans notre base, pour l'instant, la normalisation de tout. Puis il y a probablement des choses plus importantes. Mais arriver à avoir cette zone d'échange et savoir quelles données on échange et comment, je pense que c'est ça qui est probablement le plus important et qui fera le terreau de ce bilan, entre guillemets, standard demain. Merci. Je me permets de rebondir un petit Ouvrant. peu dessus, parce que c'est très intéressant ce que vous dites. On pense vraiment qu'en fait, l'axe sur lequel il faut travailler, c'est vraiment la communication, et c'est là que l'informatique peut aider, parce que le but, c'est vraiment pas de remplacer les hommes par des machines, au contraire. L'enjeu, c'est vraiment la communication, et paradoxalement, l'uniformisation va passer par la personnalisation, puisqu'en fait, le format du bilan est lié au support aussi, c'est-à-dire que c'est lié au papier. Une fois que le papier est imprimé, l'interface, elle change plus. C'est aussi ça le problème. Tandis que quand vous êtes sur informatique, l'interface peut s'adapter au contexte par rapport à ce que vous rentrez. Et donc, le vrai enjeu, c'est comment est-ce qu'on communique le plus d'informations en le moins de temps possible à l'ARM pour qu'il puisse prendre la décision la plus informée possible. Et c'est l'enjeu, effectivement, de tous ces SI, SAMU, Nexis, etc. C'est l'uniformisation, et ça ne pourra passer que par là, que par des logiciels communicants. Donc des règles, mais il faut conserver une certaine souplesse. Et la souplesse est indispensable parce qu'il n'y a pas une intervention qui ressemble à une autre, quel que soit le type d'intervention. Donc il faut avoir un cadre et puis pouvoir toujours un peu sortir de ce cadre. Mais il faut avoir le strict minimum, ça c'est indispensable. Très bien, merci beaucoup. Dans le public, des réactions. Je me lève et je vous donne le micro. Bonjour, je suis Vincent Delahaye, je suis infirmier au sein d'une association départementale de protection civile. On a depuis quelques années sur la Fédération nationale eu des fiches de bilan qui ont été éditées précisément au niveau national. Et malheureusement, on s'est rendu compte que ces fiches bilan n'étaient pas utilisées pour la bonne et simple raison que chaque département préférait récupérer ou calquer ou se mettre d'accord avec les services publics, donc principalement les pompiers en général, puisque c'est sur du prompt secours, et préféraient se rapprocher de leur fiche bilan plutôt que de garder la fiche nationale qui avait été créée. Ce qui fait qu'on a deux décalages qui se créent. On a un premier décalage qui se crée quand on a des regroupements entre plusieurs associations départementales, puisqu'on ne va pas utiliser la fiche fédérale, mais la fiche du département dans lequel on est. Et en plus de ça, dans le département dans lequel on va travailler habituellement, on va utiliser celle du département dans lequel on est. Ça veut dire qu'en fait, on va se retrouver avec parfois 3 fiches bilan différentes pour des interventions. Et c'est du coup encore plus complexe de construire un bilan cohérent, puisque on va s'habituer sur la fiche de notre département. Quand on va aller chez les voisins, il va falloir recommencer et reformuler un autre bilan sur une fiche qui est différente. Et quand on se retrouve sur des postes fédéraux, on va se retrouver encore avec une troisième fiche où on ne sait pas forcément où sont les informations, quelles informations ils veulent, etc. Donc là, pour le coup, je vous rejoins absolument en disant qu'il faut impérativement avoir un minimum sur une fiche bilan qui soit précisée. Mais on se rend bien compte que quand on essaye de faire quelque chose au niveau fédéral, là où ça coince, c'est qu'on est toujours tenté de se rapprocher de ce qui se fait chez nous. Et par conséquent, la fiche bilan unique, si elle est faite, elle doit être faite à tous les niveaux, même si effectivement il faut des nuances suivant si c'est du secourisme, du médical, que sais-je, du pompier, parce qu'ils auront besoin d'autres renseignements. Mais il faut absolument qu'on réussisse à avoir quelque chose qui puisse se décliner et se compléter sur toutes les entités qu'il peut y avoir au niveau du secourisme en France. Oui, c'est un vœu pieux, hein, on peut que vous rejoindre. Je ferai l'analogie avec les situations de catastrophe. Tous les départements n'utilisent même pas les fiches de tri identiques d'un département à l'autre en cas de catastrophe. Et on parle maintenant d'aide entre départements à l'échelle d'une région. La prochaine, on va voir ce qui va se passer. Alors Sinus, on est à peu près tous d'accord, ça va, c'est censé fonctionner.
Mais après, les fiches en elles-mêmes, quelles sont les couleurs et les machins, on n'arrive déjà pas à uniformiser. Il y a un grand besoin, effectivement, mais ce sera d'autant plus facile qu'on travaillera selon la même doctrine. Et c'est probablement ça qui est le plus difficile. C'est que finalement, toutes les personnes amenées à prendre en charge des victimes en préhospitalier doivent ou devraient avoir la même doctrine. Et dès lors qu'on a la même doctrine, on la décline. Et en la déclinant, on arrive à avoir ces bilans de façon beaucoup plus systématique. Merci. Une autre réaction. Bonjour, Christian Larentière. Je suis secouriste depuis 40 ans, donc j'ai vu un certain nombre de modifications. Alors, j'ai appris une chose qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'il existe des départements où il n'y a pas de fiche bilan. Donc, voilà, je sortirai plus instruit de cette table ronde. Ensuite, malgré tout ce qu'a dit notre collègue de la protection civile, dans une fiche bilan papier, ce sera peut-être différent avec l'informatique, mais dans une fiche bilan papier, normalement, on retrouve à peu près les mêmes informations. Et si on la remplit correctement, qu'on ait l'ouverture des yeux à droite de la feuille ou à gauche de la feuille, normalement, on doit pouvoir s'en sortir et passer le bilan pour répondre aux questions de l'ARM qui, effectivement, va avoir besoin qu'on lui réponde, peut-être pas exactement dans l'ordre que nous avons sur notre fiche papier, mais elle aura toutes les informations, ou il aura toutes les informations. Donc je ne sais pas si il faut quand même raison garder. Alors effectivement, une fiche bilan unique, ce serait magnifique. Alors aujourd'hui, je suis dans un département rural, ce qui me fait penser que l'informatique, ça va être gênant, hein, parce que le nombre d'endroits où on ne chope pas la 4G, ça va être très dur. Pour les secouristes, toutes associations confondues en Île-de-France, il y a beaucoup de fiches bilan qui sont issues d'une copie plus ou moins servile de la fiche bilan de la brigade. Ça aide à parler le même langage. Merci. Merci parce que ça me permet de faire la transition. Antoine Ouvrant, qu'est-ce qu'on fait pour la 4G alors? C'est très simple, effectivement on est dépendant entre guillemets des infrastructures technologiques, mais bon vous le savez la 3G, 4G ça se développe, mais il est tout aussi important, enfin nous c'est comme ça qu'on a conçu l'application, c'est qu'elle est déjà conçue pour fonctionner en mode hors ligne, parce qu'en cas de catastrophe il faut quand même qu'on puisse prendre en charge des victimes, donc il y a différents moyens aussi de communiquer hors ligne entre acteurs, forcément sur le terrain. Et après, il y a forcément des procédures dégradées aussi où on repasse par la radio ou le TPH quand c'est possible, quoi. Merci. Monsieur Ouvrance, vous voulez nous présenter votre outil? C'est possible. Nous, on peut essayer de vous présenter un peu la façon dont on voit les choses et la manière dont ça fonctionne dans le 35, puisque justement, on a essayé d'aborder ce problème puisque c'est quand même un problème extrêmement intéressant. Donc nous effectivement on est parti de ce postulat où on se posait la question de savoir déjà pourquoi il y avait plusieurs fiches bilan. Enfin c'était vraiment le postulat de création de la boîte à la base. Et surtout comment régler les problèmes de transmission, parce que c'est même pas encore un problème de rédaction. Le bilan papier, quand il est bien rempli, effectivement on a toutes les informations. Le problème c'est la transmission, puisque c'est humano-dépendant encore une fois. Où certes, l'homme, quand il est soumis à des situations de stress ou ce genre de choses, on va pas avoir forcément les mêmes réactions et ni même les mêmes interprétations du côté de l'ARM. Et du coup, là où l'informatique peut vraiment aider, c'est la conservation de l'intégrité des informations de A à Z. Et l'autre problème qui a été soulevé un peu plus tôt dans la conférence, c'est qu'en fait, on part d'une première fiche bilan, qui est la fiche qui est rédigée par le secouriste sur le terrain, et au final, avec cette même fiche bilan, on va se retrouver avec 5 fiches bilan différentes dans 5 services différents. Ce qui pose quand même des problèmes de traçabilité de dossier médical, donc c'est à ça qu'on essaye de répondre sur 2 parties. Donc je vous passe la présentation commerciale puisque voilà, c'est pas ce qui vous intéresse le plus, mais l'objectif c'est quand même d'avoir un apport du numérique sur le terrain, c'est pas de faire perdre du temps aux secouristes, au contraire c'est que la tablette, on le disait, la fiche bilan, le format fiche bilan, ça aide aussi le secouriste à remplir correctement son bilan et à l'aiguiller sur comment est-ce qu'on fait sur son intervention pour avoir les bonnes informations et les communiquer à l'ARM. La tablette, c'est la même chose. L'objectif à terme, c'est même presque que le format fiche bilan disparaisse, c'est que la tablette vienne vous aider
à faire un pré-diagnostic pour faciliter l'aide à la prise en charge derrière par les différents services. Et donc tout ça, ça passe par l'interface utilisateur. Il faut qu'elle soit simple, il faut qu'elle soit intuitive, il faut qu'elle permette aux pompiers, aux secouristes de pouvoir remplir son bilan facilement. Donc ça, c'est nos convictions. Donc nous, les étapes qu'on a effacées entre guillemets dans le 35, puisqu'aujourd'hui, nous, ça fait 1 an et demi qu'on est créé, on travaille avec le 35, quelques départements autour qui commencent cette année et la brigade sur laquelle on travaille aussi sur la dématérialisation des bilans. Avec quelle corporation dans le 35 ? C'est le SDIS 35, le SAMU 35, les services d'accueil d'urgence, les ambulanciers et des secouristes d'association. Donc vraiment tout le monde. Là, ça fédère au moins. Oui. Donc on a réussi à fédérer vraiment l'écosystème et c'est vraiment là que c'est intéressant puisque je pense que en tant qu'ARM, Swazik pourra témoigner, c'est qu'en fait sur la plateforme web, que je pourrais vous montrer sur le stand si vous voulez passer la voir, on a quasiment la même fiche bilan partout. C'est que nous on a créé une sorte de méga fiche bilan. Là on est en train de finir la fiche bilan du SMUR, pour faire en sorte que les informations soient toujours affichées de la même façon, mais soient générées automatiquement suivant des données qui sont rentrées, parce qu'effectivement, avec l'arrivée du numérique, on peut même se poser la question de la pertinence du format fiche bilan, puisqu'au final, est-ce que c'est la meilleure façon de représenter l'état d'un patient à un instant T, voire même son évolution dans le temps ? C'est pas forcément vrai, donc on essaye de travailler sur des choses, typiquement des graphes avec des évolutions de constantes dans le temps suivant l'intervention, puisque c'est ce qui va permettre aussi d'avoir une meilleure traçabilité. Et avec tout ce qui est multiparamétrique connecté, etc., maintenant, enfin, on peut aller vraiment très loin. Donc, c'est avant tout quand même un enjeu de transition avant d'être un enjeu technologique. Donc, il ne faut pas oublier l'humain, il ne faut pas oublier d'accompagner quand même les gens dans la transition vers le numérique pour les aider à aller beaucoup plus loin. Donc les étapes qu'on efface globalement, je vais faire vite, c'est la transmission radio, la ressaisie par l'ARM et la transmission du bilan en CH, puisqu'en fait, sur une plateforme web, quand le bilan était transmis sur la tablette, il est accessible à tous les acteurs qui sont concernés, donc que ce soit l'hôpital, que ce soit le SAMU, que ce soit l'organisme émetteur. Et même si on transmet le bilan sur le terrain, par exemple, à un ambulancier qui arrive en renfort, on peut transmettre le bilan juste en connectant la tablette dos à dos instantanément. Lui, il est ajouté sur l'intervention et il va pouvoir aussi éditer cette fiche bilan et l'intégrer directement. Donc c'est là où on retrouve vraiment un aspect collaboration à la fois entre les différents services et à la fois sur le terrain en permettant aux différents acteurs de pouvoir s'aider autour de la fiche bilan. Donc comme je vous disais, ça se passe sous le format d'une plateforme web qui permet de récupérer en temps réel les données du terrain, que peu importe les acteurs, que ce soit le SAMU, le SDIS, les ambulanciers ou des secouristes d'association, c'est vraiment l'objectif, c'est que le SAMU puisse devenir omniscient sur son territoire et pouvoir vraiment avoir une vue intéressante sur ce qui se passe. Et l'autre avantage de l'informatique, c'est que c'est un canal plus gros, entre guillemets, pour transmettre de l'information que la voix, ce qui fait qu'on peut aussi gérer, entre guillemets, ces interventions de manière asynchrone, puisque du coup, on peut directement gérer quasiment plusieurs bilans en même temps. Et enfin, la tablette sur le terrain qui vraiment, aux yeux des secouristes, j'espère, est une aide et pas un frein à l'aide au remplissage du bilan, puisque ça leur permet vraiment de vérifier toutes les conditions de la victime, etc. Directement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une communication dans les deux sens avec la tablette et la plateforme. C'est que le SAMU peut aujourd'hui envoyer une destination de régulation directement sur la tablette, donc ça allège aussi les communications quand elles ne sont pas nécessaires. Et bientôt, ils pourront même donner des avis médicaux ou demander des précisions, etc., ce qui sera plus intéressant, puisque le docteur en parlait, l'objectif, c'est pas de supprimer l'humain, c'est justement de l'optimiser et de le supprimer quand il n'y en a pas besoin en fait. Typiquement pour un bilan de trauma cheville, on peut faire un bilan tablette et quasiment pas passer de message radio parce que c'est pas extrêmement important. Par contre pour un ACR, on le voit dans le 35, la tablette elle reste dans le véhicule, on l'utilise pas parce que l'objectif c'est quand même de répondre rapidement et il y a des enjeux où la tablette est utile et des enjeux où elle l'est pas du tout. Donc il faut aussi s'approprier l'outil, c'est intéressant. Donc c'est avant tout effectivement un enjeu transitionnel. Nous c'est vraiment notre philosophie, c'est vraiment d'accompagner tous les acteurs, puisque c'est avant tout un changement humain avant d'être un changement technologique. C'est pour ça que c'est extrêmement important de ne pas aller trop vite non plus et de conserver ce format fiche bilan pour pouvoir permettre une meilleure transition des services de l'urgence. Bon, effectivement, il y a tout ce qui est multiparamètres connectés, etc. Voilà, tout ce qui est sécurité, parce qu'effectivement l'informatique ça amène aussi des questions de sécurité des données, etc., de conservation. On pense quand même que l'informatique c'est mieux que le papier pour conserver des informations, surtout que derrière ça les rend requêtables, chose qui aujourd'hui est quasiment infaisable avec du papier, c'est qu'on ne peut pas avoir de statistiques sur ces interventions, sur les données qui sont remontées.
Alors qu'avec l'informatique, aujourd'hui, toutes ces données-là sont requêtables. Et donc, on va pouvoir faire beaucoup de corrélations et j'espère améliorer l'efficacité opérationnelle des acteurs. Bon, ça, c'est une photo de nous. Et ça, c'est moi. Donc voilà. Donc de manière très simple, si vous voulez voir comment ça fonctionne, je vous invite à venir voir sur le stand Startup. Mais c'est une esquisse de réponse aux questions qui ont été évoquées. Et forcément, ça va être amené à évoluer. Mais on pense vraiment que le bilan papier il est amené à disparaître et que l'uniformisation elle passe par la personnalisation, par l'informatique. Nous, c'est nos convictions en tout cas. Voilà, merci. Très bien, merci. Chez nos invités, des réactions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est pas trop automatisé justement? Bon, moi, je ne fais pas partie de la génération informatique. Hein. Quand j'ai commencé médecine, je vous aurais fait une présentation avec des transparents. Mais je crois qu'on ne va pas y couper. Hein. On va pas y couper. Alors c'est vrai qu'on a une certaine peur de l'informatique, moi une réticence parce que je manie pas, je maîtrise pas les outils. Je maîtrise un stylo, un papier, ça je sais faire un fichier Word à l'ancienne, mais de temps en temps je suis un petit peu bloqué sur ma machine. Mais je pense qu'effectivement il va falloir qu'on fasse avec. On ne pourra pas y couper. On ne pourra pas y couper, donc c'est bien de s'y investir, de réfléchir, et c'est vrai que ça a l'air séduisant. Donc ça va être une sacrée révolution pour les anciens comme moi. Mais je pense que c'est vrai quand on voit quelqu'un de jeune comme ça à côté, qui a la niaque, qui a l'air motivé et passionné par ce qu'il fait, bon, ça donne envie d'y aller hein, et de le faire. Et ça peut être effectivement un tournant. La dernière diapo, là où il y a marqué Change Ahead, c'est vraiment ça. Hein, ça arrive. Il faut qu'on suive le mouvement, sinon on va être à contre-courant et on va se planter, ça c'est sûr. Oui, c'est inéluctable. C'est certain. Tous ces outils... On a tous dans la poche un téléphone qui fait plus que nos ordinateurs d'il y a 15 ans. Donc forcément, l'évolution arrive. Maintenant, je suis, peut-être l'âge, mais je suis juste méfiant sur une chose, c'est que l'informatique doit être un outil au service d'un fonctionnement et d'une organisation. Et ne doit pas être quelque chose qui va chercher à modifier ce fonctionnement et cette organisation. C'est-à-dire que c'est bien une analyse des besoins et c'est une réponse à l'analyse des besoins. C'est séduisant, il y a beaucoup d'outils de ce type. Là, de prime abord, sans connaître l'outil, hein, donc c'est vraiment pas un jugement, mais la notion de bilan qui s'affiche et on n'a pas besoin de répondre, et oui, mais le plus urgent dans tout ça, c'est lequel? C'est-à-dire que voilà, il y a des petits trucs comme ça qui me viennent instinctivement en disant c'est bien, c'est inéluctable, on y va, mais attention, j'insiste encore, l'humain est quand même encore important dans notre métier et il ne faut pas qu'il disparaisse. Notre réaction? Moi, je vais réagir en tant qu'utilisatrice, du coup. Effectivement, non, c'est une très très grande aide. Ceci dit, c'est utilisé à bon escient puisque on garde quand même le contact soit radio, soit téléphonique, systématique. Et c'est quand même essentiel, hein, parce que nous, pour faire notre métier d'assistant de régulation médicale, on a un téléphone sur l'oreille, donc on ne peut pas nous l'enlever. Et ça, je pense qu'on va le garder. Et donc, on a besoin d'échanger toujours avec les professionnels, avec vous, avec les secouristes. Mais ce bilan par tablette nous facilite grandement les choses. Déjà, on n'a pas besoin de reprendre systématiquement les constantes, puisqu'on les a automatiquement. Le bilan circonstanciel, il est marqué, il est écrit. Et comme on dit, les écrits restent, les paroles s'envolent. Nous aussi, on peut être fatigué ou on peut être débordé. Et puis, ça nous arrive parfois de passer à côté de quelque chose que vous, secouristes, vous nous dites. Là, c'est écrit. Donc, c'est là et ça ne peut pas partir. C'est quand même très, très utile. Et je pense que pour le suivi du patient et la prise en charge, c'est une grande aide. Oui, oui je crois que dans les slides du docteur tout à l'heure, on avait la fiche bilan qui était un pense-bête. Là, on a un vrai pense-bête électronique qui nous permet cette traçabilité. À l'époque de la RGPD, avec nos données de santé très fragiles que l'on a dans nos services, notamment d'ambulance, il faut être vigilant à tout ça. Et c'est un vrai outil qui nous aidera à faire ce pas-là et à conserver nos données de santé en bonne et due forme. Oui, moi je ne connais pas cet outil. Je connais un de vos concurrents qui est un peu plus chez Nomadic. Effectivement, c'est un outil qui permet quand même une télétransmission
rapide des éléments au niveau de l'UNARM, avec une vision de l'arme, pardon, avec une vision complète du patient sur place, avec des outils visuels, photographiques, d'une plaie, etc. Ça peut vraiment nous aider à télétransmettre vers les médecins pour voir effectivement l'évolution du patient, voir la plaie. Je parle pour les plaies, mais pour un tas d'autres choses. Ça peut être un outil vraiment révolutionnaire et on peut arriver vers une uniformisation beaucoup plus. Attention, tous ces outils ont malheureusement une limite de transmission, une limite d'humain, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc il y aura toujours ce téléphone. Et le coût. Et le coût, bien pour sûr. des sociétés privées ou même des corporations publiques, avec l'argent public, on a aussi un coût effectivement pour s'équiper de ce genre de matériel. J'imagine une société d'ambulance qui doit équiper toutes ces ambulances de tablettes, c'est pas négligeable. Hein. Après, c'est une volonté aussi des sociétés, mais on va partir sur plusieurs exemples. Peut-être qu'il va y avoir une société qui va prendre cet outil-là, il y a d'autres concurrents, et on va arriver à des logiciels énormes malheureusement dans les centres de régulation, où ils ne vont pas pouvoir gérer la totalité. On va revenir en fait sur la même problématique, c'est qu'on va avoir encore un problème d'uniformisation. Et on va revenir en fait sur un cycle d'uniformisation de l'informatique aujourd'hui. Donc effectivement, mais il va falloir prévoir, voilà, je pense encore la même chose que la feuille papier. Finalement, on a... Oui, pardon, allez-y. Juste un dernier mot sur l'uniformisation. C'est vrai qu'il faut aussi parler d'homogénéité, parce que lorsqu'un service de régulation reçoit des bilans par une tablette, qu'elle soit d'une marque ou d'une société ou d'une autre, il faut qu'il y ait l'homogénéité. Et si tous les ambulanciers, tous les pompiers ne sont pas équipés, ça ne marchera pas. Donc là encore, c'est l'humain qui va travailler autour des CODAMU et des groupes de travail à côté pour que ça se construise. Mais on sait qu'on va y arriver. On va y arriver, oui. Il y a déjà des départements qui fonctionnent. Il y a Rennes, Poitiers fonctionne avec une autre. Donc on sait qu'on va y arriver. Bon, j'aurais été tenté de dire, d'accord, finalement, l'uniformisation, elle va peut-être arriver grâce aux sociétés privées, mais finalement, on peut aussi se retrouver face au même problème, le problème qu'on a actuellement face au bilan papier, on le retrouvera peut-être demain face au bilan numérique si on n'a pas d'autorité de tutelle, enfin une autorité qui pilote cette uniformisation. Effectivement, après c'est pour ça qu'il y a aussi des projets qui sont mis en place comme SI SAMU ou Nexis qui ont pour but d'uniformiser tout ça. Et je pense souvent qu'effectivement l'innovation vient souvent du privé, mais après la mise en place, c'est aussi souvent des volontés d'État, etc. Donc il va y avoir forcément des régulations ou ce genre de choses. Et pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir communiquer, même avec d'autres sociétés quasiment concurrentes. Enfin, on a des partenariats en cours qu'on ne peut pas révéler parce que notre mission avant tout, c'est d'aider quand même les secours à communiquer. Donc le but, c'est de pouvoir faire en sorte que le numérique ne reproduise pas entre guillemets les mêmes erreurs, mais qu'on puisse profiter de tous ces avantages et d'éviter au maximum les recopies et l'hétérogénéité de l'écosystème, quoi. Merci. Dans le public, des réactions? Merci, bonjour, donc Thierry Delahaye, je suis secouriste depuis une dizaine d'années, formateur. À mon sens, votre produit m'appelle deux remarques, si vous le permettez. La première, c'est que dans nos postes de secours, alors c'est une problématique très particulière par rapport à une partie du public ici, notamment nos collègues des sociétés d'ambulance, mais dans nos postes de secours, on voit passer une très grande partie d'interventions qui ne sont jamais régulées. Si ce logiciel nous place automatiquement sous la surveillance de l'œil du SAMU, à défaut d'être celui de Moscou, ce qu'on va gagner éventuellement en efficacité, en rapidité de transmission, va être immédiatement perdu en volume de cas à réguler. Donc voilà pour cette première remarque. La deuxième remarque je voudrais rebondir sur une remarque que vous avez faite disant que ce logiciel pouvait nous proposer
je crois que vous avez parlé d'une aide au pré-diagnostic. Je me souviens il y a quelques années d'un logiciel, une application, je crois, qui avait été proposée au grand public et qui proposait en quelque sorte de remplacer l'ARM en cochant quelques cases sur un site internet quand on ressentait tel ou tel type de douleur, tel ou tel type de malaise. Ne craignez-vous pas, alors peut-être ai-je mal compris, mais ce genre de prédiagnostic, est-ce que vous ne craignez pas que ça pose aussi un problème en termes d'une part de responsabilité de votre société si d'aventure les cases étaient mal cochées, et d'autre part en termes de qualité de la prise en charge, parce que une douleur thoracique, ça peut être tout et n'importe quoi, et s'il y a juste la case douleur thoracique, le deviner, ça va être compliqué. Voilà, je vous remercie. Non, effectivement, il y a une granulométrie. Je vais répondre à la deuxième question en premier. Typiquement, vous tapez vos symptômes sur Internet, sur Doctissimo, on vous dit que vous avez un cancer. Souvent, il faut faire attention quand même avec les dérives du numérique. Là, c'est quand même un outil qui a pour but d'être utilisé par des professionnels de la santé. Et le but, c'est pas de remplacer le diagnostic médical, c'est juste d'aider à la compréhension des circonstances qui ont amené l'appel des secours, pour donner le plus d'informations possible aux ARM, mais la décision, elle appartient aux ARM, c'est qu'on n'est en aucun cas un dispositif médical, et encore cette étape d'aide à la prise de décision, c'est un projet, c'est pas implémenté aujourd'hui. Et vous parliez avant d'être mis sous tutelle du SAMU. Alors, je n'ai pas fait une présentation complète de l'outil parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais en fait, on a différents types de droits sur la plateforme, puisque vous pouvez y accéder en tant qu'association. Et vous pouvez choisir sur l'application, lorsque vous envoyez le bilan sur la plateforme, de l'envoyer que chez vous ou de l'envoyer aussi au SAMU. Donc vous êtes libre chez vous de pouvoir juste avoir, si vous avez une pré-régulation en interne ou si vous avez juste envie de garder vos bilans pour des statistiques, vous pouvez les garder chez vous, ça ne pose pas de problème. Merci. À qui je laisse la conclusion? Non? Bon, on va devoir libérer la salle. Merci beaucoup. À suivre dans cette salle, un film documentaire sur le monde du volontariat qui s'appelle Dans un camion rouge. Je vous remercie beaucoup. Bon salon et merci. Merci beaucoup à nos invités. Vous pouvez les applaudir.